Hello les curieux! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'histoire d'un petit village français. Pont-Saint-Esprit, un nom paisible, presque poétique. Une petite commune du sud de la France traversée par le Rhône, écrasée par le soleil d'août. En apparence, rien ne distingue ce village des centaines d'autres qui ponctuent la vallée. Pourtant, à l'été 1951, Pont-Saint-Esprit va entrer dans l'histoire. Non pas pour une guerre, non pas pour un crime isolé, mais pour un événement si déroutant qu'il défie encore aujourd'hui toute certitude scientifique. Nous sommes en août 1951 et la France se relève lentement de la Seconde Guerre mondiale. Le rationnement n'est pas totalement terminé, les infrastructures sont fragiles et les contrôles sanitaires sont parfois approximatifs. À Pont-Saint-Esprit, à ce moment-là, la vie est simple. On travaille, on se connaît, on se croise au marché, au café ou alors à l'église. Le pain est au cœur de cette vie quotidienne. On en consomme à chaque repas. Il est acheté chez des boulangers locaux, souvent à crédit, et parfois livré directement aux familles. Le 15 août, jour de fête religieuse, certaines personnes du village commencent à se plaindre de différents maux. D'abord discrets, puis alarmants. Tout commence par des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements. Les médecins pensent d'abord à une intoxication alimentaire classique, peut-être à une viande avariée, peut-être même l'eau. Mais très vite, les symptômes changent de nature. Les patients deviennent agités, ils parlent de visions, ils disent voir des flammes, des serpents, des visages monstrueux. Certains affirment que leur corps se transforme, d'autres hurlent que leur tête brûle, des enfants sont pris de convulsions, des adultes tentent de se mutiler, et l'hôpital et le personnel est alors dépassé. En quelques heures, des dizaines de personnes affluent, puis c'est des centaines. La nuit du 16 août est alors surnommée la nuit de l'apocalypse. Des habitants se jettent par les fenêtres pour échapper à des créatures imaginaires. Un homme meurt en tentant de fuir des serpents qu'il croit voir ramper sur son corps, et un autre supplie qu'on l'attache à son lit. Les gendarmes sont alors appelés et ils ne comprennent pas ce qu'ils voient. Le village entier semble alors frappé par la démence. Au total, c'est plus de 250 personnes qui présentent des symptômes graves. Environ 50 seront internées en hôpital psychiatrique et entre 5 et 7 personnes sont mortes. Jamais la France moderne avait connu un événement comparable. Rapidement, un point commun apparaît. Toutes les victimes ont consommé du pain provenant de la même filière, la boulangerie Briand. Le pain est saisi et les autorités sanitaires ouvrent alors une enquête. Sauf qu'en 1951, les outils d'analyse sont un peu limités. Les laboratoires manquent de moyens et les pressions politiques sont réelles. En fait, reconnaître une contamination alimentaire massive, ce serait reconnaître la défaillance du système. Très vite, une hypothèse s'impose. L'ergotisme. C'est une intoxication causée par un champignon parasite du seigle, responsable de nombreuses épidémies au Moyen-Âge. À l'époque, on l'appelait le feu de Saint-Antoine. Ses effets sont connus comme hallucinations, convulsions, troubles mentaux sévères et parfois la mort. Cette thèse semble franchement cohérente. Le pain était de mauvaise qualité, la farine était mal stockée et les conditions climatiques étaient franchement favorables. En 1951, l'affaire est alors classée ainsi. Sauf que très rapidement, des doutes apparaissent. Certains symptômes ne correspondent pas parfaitement à l'ergotisme classique. Les hallucinations étaient plus intenses, plus colorées, un peu plus proches de celles provoquées par des substances hallucinogènes modernes. De plus, aucun cas d'ergot n'est clairement identifié dans la farine qui a été analysée. Les prélèvements ont disparu ou ont été détruits, sauf que les familles réclament des réponses. En fait, elles n'en auront jamais vraiment, mais plusieurs hypothèses émergent alors. Certains parlent de trichlorure d'azote, c'est un agent chimique parfois utilisé illégalement pour faire blanchir la farine. D'autres évoquent une contamination au mercure qui était utilisée pour certains traitements agricoles. Mais là encore, aucune preuve définitive et les rapports sont plutôt contradictoires. De plus, les archives sont incomplètes. À partir de 2000, une théorie plus troublante fait surface. Et si Pont-Saint-Esprit avait servi de laboratoire à une expérimentation secrète? On est alors en pleine guerre froide et les États-Unis testent des substances psychotropes dans le cadre de programmes clandestins. Le LSD intéresse particulièrement les services de renseignement. On trouve des documents déclassifiés qui mentionnent des essais européens, mais en vrai, aucune preuve directe. Mais suffisamment d'éléments pour entretenir le doute quand même. Pourquoi certaines archives ont disparu? Pourquoi les responsabilités n'ont-elles jamais été clairement établies? Pourquoi les victimes ont-elles été si peu indemnisées? L'affaire s'éteint lentement, sans procès, sans coupable. Pont-Saint-Esprit reprend sa vie, mais le traumatisme reste. Plus de 70 ans ont passé, les témoins disparaissent et les certitudes aussi. L'affaire du pain maudit devient alors un symbole, celui de la fragilité humaine, de la confiance aveugle envers les institutions, mais aussi de la peur que peut engendrer l'invisible.
Est-ce un accident agricole, une négligence industrielle ou quelque chose de plus sombre encore? Pont-Saint-Esprit ne le saura peut-être jamais. En tout cas, cette histoire nous rappelle une vérité vraiment inconfortable. La science n'est pas toujours transparente, le pouvoir n'est pas toujours honnête, et la vérité n'est pas toujours une priorité. Ce village n'a peut-être jamais su qui l'a frappé, mais son histoire nous oblige encore aujourd'hui à rester vigilants. Parfois, le danger ne vient pas d'un ennemi visible, il est déjà sur la table, il est partagé, il est convivial, et il a le goût du pain. J'espère que cette petite histoire vous aura plu. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. N'hésitez surtout pas à liker et n'oubliez pas de vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous.